Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer. On est de retour à notre train-train habituel. Donc, comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël est rejoint par un autre rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va plutôt bien. C'est dimanche, on s'est levé un peu pépère, on prend notre journée, on profite du week-end, mais c'est sûr, les championnats nord-américains, eux, au contraire, ils continuent et il y a beaucoup d'actions, hein, surtout dans la ligue sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, qui est la USL Championship. Beaucoup d'actions. Les équipes respirent juste pas, n'est-ce pas, Anthony? Exactement. Ils jouent assez souvent. Il y a même des matchs maintenant entre les groupes, donc c'est pratiquement comme un normal, seulement sans les supporters. Ouais, effectivement, c'est la norme habituelle, hein, depuis le retour de cette pandémie. C'est vraiment la norme habituelle. On voit tout le monde jouer sans public. C'est un peu bizarre. Mais n'empêche, quand même, ça se passe bien du côté de l'USL. Beaucoup de personnes pensaient que ça allait être plus compliqué en USL parce que quand même, ça a même repris avant la MLS et ça a repris pas dans une bulle, mais au contraire, il y a toujours les matchs aller-retour dans chaque club, n'est-ce pas? Comment ça se passe point de vue du coronavirus, Anthony? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas? Est-ce que ça se passe bien? Ou finalement, ceux qui sont pris par le virus restent de côté, puis le reste continue? Comment ils sont en train de régler tout ça? Oui, exactement. En fait, c'est État par État. Je pourrais dire, par exemple, un club comme Louisville, même avec le coronavirus, l'État a accepté qu'il y ait 50% de personnes au stade. Donc, c'est toujours un peu choquant quand on regarde un match de leur part sur YouTube. Mais oui, sinon, ça s'est passé assez tranquillement en USL. Ils ont fait des groupes. Et c'est ça, maintenant, il y a même des matchs entre les groupes. Donc, comme aujourd'hui, on enregistre le 30 août, le dimanche, et le samedi, il y avait un match entre Reno et Phoenix, donc entre le premier du groupe A contre le premier du groupe B. Là, donc, on voit quand même les équipes qui commencent à se déplacer. Là. C'est pas un retour 100% à la normale, mais non, on retrouve notre USL petit à petit. Ouais, effectivement, on retrouve tout ça et on va rentrer un peu dans les groupes un peu plus tard. J'ai juste encore une ou deux questions un peu autour de tout ça. En premier, malgré le fait qu'il y a eu toute cette pandémie du coronavirus, on avait beaucoup de changements, pas surtout, je vais pas rentrer dans les changements de joueurs, mais surtout les changements d'entraîneurs. Et puis on voit par exemple les Las Vegas Lights. Après avoir remercié Eric Winalda, ils l'ont remplacé par un ancien entraîneur de l'équipe nationale canadienne, Frank Yallop. Donc c'était en fin juin, donc il y avait aucun match, donc c'est quand même bizarre que ça arrive. Après, bon, on a dit que Eric Winalda avait des problèmes personnels, donc il y a eu une séparation à l'amiable. Mais comment t'as accueilli cette nouvelle avec l'ancien entraîneur de l'équipe nationale canadienne, Frank Yallop, qui est venu se joindre à cette équipe, il faut dire, quand même assez spéciale des Las Vegas Lights? Oui, c'est ça. Selon moi, une signature comme Frank Yallop, c'est toujours bon pour un club de USL, un club tout de même jeune, parce que Frank Yallop a quand même beaucoup d'expérience. Tu l'as dit, ancien sélectionneur. Il a également entraîné en MLS avec des équipes assez compétitives. Donc, c'est sûr qu'au niveau USL, c'était une excellente signature. Malheureusement, jusqu'à présent, là, on va parler un peu plus tard, mais jusqu'à présent, c'est pas top pour Las Vegas, mais c'est déjà un peu mieux que ce que c'était l'année dernière. Donc, je pense qu'ils se sont quand même améliorés que l'arrivée de Frank Yallop, mais je m'attendais pas à le voir en USL. C'était tout de même une surprise de mon côté, là.
Effectivement, et puis il y a eu aussi une autre surprise. Bon, on a vu par exemple que Stephen Glass est devenu l'entraîneur de l'Atlanta United et il a dû être remplacé à Atlanta United 2. On a vu Tony Annan prendre son intérim. On a vu aussi un autre intérimaire avec Marlon Leblanc qui a pris les rênes de l'Union de Philadelphie 2. Par contre, et ça c'est encore un peu plus surprenant, c'est Miami FC qui a à peu près il y a 3 semaines a annoncé Paul Dalglish comme entraîneur principal. Pour ceux qui connaissent pas Paul Dalglish, c'est vraiment un joueur qui a joué quand même longtemps en Écosse, c'est un Écossais. Et bon, c'est quelqu'un qui est quand même... c'est le fils de Kenny Dalglish, la légende de Liverpool, qui arrive ici dans une équipe de Miami FC qui, je pense, a un peu de mal. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'était surprenant? Il faut dire que Miami FC a toujours voulu taper vers l'étranger, avoir cet entraîneur un peu star. On a vu Nesta qui a entraîné là-bas, par exemple. Est-ce que ça t'a un peu surpris de voir quelqu'un comme Paul Dalglish, même si c'est pas un entraîneur qui a remporté beaucoup de choses dans la vie, là, mais n'empêche, c'est quand même une figure quand même assez importante du monde du soccer, surtout dans les années 90-2000. Donc, t'as pensé quoi de cette signature-là? Ben, si j'ai été surpris, non, parce que Paul Dalglish était déjà au club depuis 2018. Il a entraîné l'équipe en NPSL et en ISA. Donc, je n'étais pas surpris de le voir là, à bord de l'équipe. Mais non, je trouve que ça l'a pu un peu là, lui redonner un peu de projecteur en USL. Si Miami commence à bien fonctionner, c'est sûr que ça va être bien pour lui. Mais non, je n'étais vraiment pas surpris. Là, comme je dis, là, il était déjà dans l'entourage du club. Je pense. Mais c'est ça, c'est intérimaire. Donc, s'ils ont Paul Dalglish en tant qu'intérimaire, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme entraîneur. J'ai l'impression que Ricardo Silva, là, le propriétaire, là, va vouloir chercher quelque chose d'encore plus grand. Ça serait un peu leur genre quand on voit qu'ils ont eu Nesta à une époque comme entraîneur. Donc, non, j'ai hâte de voir qui ils vont aller chercher. Mais Paul Dalglish, en attendant, c'est quand même un très bon choix, même si ça ne se répète pas sur le terrain jusqu'à présent. Ouais, effectivement, il faut dire que, comme tu l'as dit, il a déjà entraîné. Il est déjà en Amérique du Nord depuis très longtemps. C'est un joueur qui est, juste en tant que joueur, il a joué au Dynamo de Houston, mais même après, il est resté en Amérique du Nord, passant par le staff de Dynamo Houston, Tampa Bay, Austin Aztecs dans le temps, Real Salt Lake en tant qu'assistant. Bref, il est resté longtemps depuis la fin des années 2000, début des années 2010, il est toujours là. Donc, c'est quelqu'un c'est pas comme s'il venait direct d'Écosse et que Silva, le propriétaire de Miami, était parti chercher quelqu'un pour le ramener ici aux États-Unis. Donc, bref, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. Parlons un peu des résultats parce que, on l'avait dit, je pense, sur un épisode avant même le tournoi MLS is Back, que la saison est revenue le 11 juillet. C'était les premiers matchs, les premiers balbutiements du retour au jeu de l'USL Championship. On avait parlé comme quoi il y avait plusieurs groupes, donc 8 groupes soit de 4, soit de 5, et on avait donné un peu nos favoris, enfin surtout toi en tant qu'expert de USL Championship, nos favoris un peu sur cette saison avant la pandémie. Donc j'aimerais qu'on passe un peu groupe par groupe et que tu nous donnes un peu tes points sur chacune des équipes, ou en tout cas les équipes les plus importantes, ce qui performe très bien, qui a un peu plus de mal et comment ça se passe. Donc on va faire ça, on va commencer par le groupe A. Donc, un groupe où on a Reno 1868, Sacramento Republic, Tacoma Defiance et Portland Timbers. Déjà, en tête du groupe, c'est Reno. Tu nous avais dit comme quoi Reno, c'était une équipe qui devrait être quand même assez bonne cette année. Par contre, une grosse surprise, c'est qu'on voit Portland, qui est d'habitude une bonne équipe réserve de USL, qui se retrouve à 0 points avec 8 défaites. 28 buts encaissés, 7 buts marqués. Qu'est-ce qui s'est passé aux Timbers 2? Ouais, en fait, les Timbers 2 ont perdu beaucoup de joueurs importants. Premièrement, il y a eu quelques joueurs de la réserve qui ont eu une promotion.
Je pense à des Loria, des Williamson, des joueurs Zambrano également. Il y a également le meilleur buteur, Forrest Langsdorff, qui est allé signer pour Reno. Donc, et c'est en partie lui qui cause les succès de Reno là, en ce moment. Donc, c'est vraiment une perte de joueurs. Peut-être que l'Académie n'a pas pu fournir assez de joueurs pour prendre la relève. Donc, c'est ça que ça fait. Et souvent, les réserves en USL, c'est un peu ça. Il peut avoir une très bonne saison. Et celle d'après, c'est du gâchis parce que, justement, s'il y a une bonne saison, il y a eu également beaucoup de convoitises, soit du côté de l'équipe première ou d'autres équipes, on pourrait dire, originales de USL. Ouais, effectivement. Et puis Sacramento Republic, qui est deuxième après Reno, ben, c'est une des prochaines franchises d'expansion en MLS, avec beaucoup de support d'habitude du public. Ils ont quand même une grosse fanbase. Donc, c'est eux qui sont un peu en seconde position à 3 points de Reno. C'est sûr que les deux premiers vont se qualifier aux playoffs un peu plus tard. Est-ce que Sacramento commence déjà à préparer sa migration vers la MLS, même si c'est quand même assez loin, je pense que c'est 2023 si je me rappelle bien là. Donc, est-ce que tu commences à avoir une certaine migration vers la ligue un peu au-dessus? Honnêtement, le type de signature que Sacramento fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont toujours fait selon moi. Là, ils vont chercher un peu des bons joueurs de USL pour essayer de faire un meilleur club. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques signatures, on pourrait dire, là, par exemple, comme un Colton Benmar qui venait de Nashville, qui lui avait signé à Nashville pour espérer aller en MLS. Ben, c'est ça, c'est un type de signature. Tu dis que le joueur a clairement la MLS en tête, mais c'est encore les mêmes qui tiennent là, le fort. Je peux dire, il y a Formula, Cameron Iwaza, l'ancien de l'Impact, si je ne me trompe pas. Au terme des buteurs, il y a McCrary qui est latéral, qui fait très bien également. Donc, il y a eu quelques signatures, mais c'est encore une fois on peut dire le noyau du joueur là, qui tient le fort du côté de Sacramento. Et c'est peut-être même eux, pourquoi pas, qui vont aller en MLS dans quelques années. Là. Ouais, effectivement. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Donc, comme on l'a dit, Reno en premier, Sacramento en second. Il y a une grosse différence avec les deux derniers. Tacoma, il y a 11 points de différence. D'après toi, c'est déjà, c'est presque fait. Hein. Ce sera les deux qui se qualifieront pour la prochaine phase, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de suspense à avoir de ce côté-là. Je pense que, surtout que la USA voulait faire des saisons de 18 matchs, donc il faudrait un exploit de Tacoma et un miracle du côté de Portland. Exact, surtout qu'on est presque à la mi-saison, on va dire ça comme ça, parce que 9 matchs de jouer pour Reno, Sacramento, 8 matchs pour Tacoma of Portland. Ça va être très difficile de remonter la pente. Passons au groupe B. Dans le groupe B, il y a un groupe de 5 équipes avec Phoenix Rising, Orange County, LA Galaxy, San Diego Loyal et Las Vegas Lights qui sont un peu plus à l'écart. Phoenix, toujours premier. On sait que c'est une équipe qui a survolé le championnat en 2019. C'est pour toi un des favoris. Tu nous avais dit de cette même de remporter le championnat cette année aussi. Et derrière, c'est assez proche entre Orange County, LA Galaxy, San Diego Loyal, le nouveau club d'expansion entraîné par la légende Landon Donovan. Parle-nous un peu surtout de Phoenix, mais aussi du Loyal. Est-ce que on s'attendait à ce que ce soit quand même assez bon pour tenir tête à Orange County et au Galaxy 2? Ouais, en fait, du côté de Phoenix, la grosse vedette, c'était Solomon Asante avant cette année. Et vraiment, là, Junior Fleming commence à bien le concurrencer avec 10 buts en 10 matchs et une passe décisive. Donc, c'est assez incroyable de son côté, là, l'ancien espoir des Red Bulls. Sinon, le nouveau venu Abzerdidjan, Dadashov fait très bien également. Vraiment, c'est une équipe qui cesse de s'améliorer, qui ne cesse pas de s'améliorer, désolé. C'est excellent. Ils sont allés chercher des bons joueurs pour encore plus compléter lors de la dernière saison morte.
Et non, ça va encore bien, même s'ils ont eu une défaite là, au dernier match contre Reno, mais je pense que c'est Reno qui est vraiment en forme ces temps-ci. Mais non, Phoenix, on pourrait dire que ça va un peu moins bien que la saison dernière, mais vraiment, au niveau des joueurs et tout, j'ai l'impression que contrairement à l'année dernière, ils se gardent de l'énergie pour les séries, pour vraiment arriver avec des résultats, tandis que la saison dernière, c'est exactement lors des séries qu'ils sont arrivés épuisés. Donc, je pense que c'est un peu ils ont eu leur leçon. Et par la suite, le Loyal, ça va quand même bien pour une équipe d'expansion, 12 points en 10 matchs. Ils sont encore dans la course pour aller chercher la deuxième place. Ça va être difficile parce que Orange County, c'est un bon club, mais non, la seule chose du côté des Royals, c'est qu'il faudrait qu'il se trouve on peut dire un buteur, parce qu'en ce moment, le meilleur buteur a 2 buts. Je pense, c'est le joueur prêté par Dallas, si je ne me trompe pas, Atua Aene. Donc, ça serait peut-être ça le problème du côté du Royal. Mais non, c'est sûr que selon moi, je pense que ça va être Orange County au final qui va se qualifier cependant. D'accord. Une petite question par rapport à toi, par rapport à ça, en fait, surtout par rapport à Phoenix. On sait que, par exemple, il y a un ancien 5e choix de la draft 2018, de la draft MLS, John Baquero, qui se retrouve à Phoenix. Est-ce qu'on le voit titulaire? Parce que c'est quand même un joueur qui était supposé être très prometteur. Même beaucoup pensaient qu'il allait être choisi au premier tour de la draft en 2018. Depuis, ça a été très, très difficile pour lui de percer un alignement de MLS. Là, il se retrouve en USL Championship. Est-ce que c'est quelqu'un qui, selon toi, a cette petite touche supplémentaire pour le faire réussir et à un moment donné retrouver peut-être la MLS? Ou est-ce que pour toi, malheureusement, il a quand même 23 ans puis il n'est pas vraiment en train d'éclabousser la ligue? Ben, c'est sûr que Baquero, il rentre dans la rotation du club. Comme là, en 10 matchs, il a fait 1 but, 4 passes décisives, qui est quand même bien. Mais c'est ça, quand tu as des Junior Flemings dans ton club, Solomon Asante, des joueurs comme ça, c'est quand même dur de voler la vedette. Mais je dirais que c'est bien, comment je pourrais dire ça, fondu dans le collectif. Et non, pour vrai, je sais pas parce qu'il y a pas de stats incroyables qu'il ne réussit pas. Je trouve que c'est une excellente addition pour Phoenix. Et justement, c'est le genre de joueur qui est rentré directement dans le collectif, qui aide l'équipe et tout. Donc, non, c'est vraiment, on pourrait dire, un bon fit entre Phoenix et Baquero. Je pense qu'il a beaucoup de temps de jeu. Donc, c'est peut-être ça qu'il lui fallait pour progresser. Reste à savoir si il va rentrer dans les oubliettes de USL ou si un club de MLS va le re-signer. Ben, on verra en tout cas déjà à 23 ans, si jamais il n'est pas vraiment titulaire en USL, c'est sûr que ça va être compliqué de le voir en MLS, mais on sait jamais effectivement. Un petit mot sur les Las Vegas Lights, parce que tu as parlé un peu de Frankie Yallop un peu plus tôt. Finalement, juste 8 points en 7 matchs. Difficile de suivre cette équipe et de penser à ce que cette équipe puisse à un moment peut-être un peu nous émerveiller. C'est compliqué du côté de Las Vegas, hein? Oui, surtout que je sais pas c'est quoi le problème de Las Vegas, mais à chaque saison, à domicile, ils sont quand même bons. Et lorsqu'ils arrivent sur la route contre les équipes, ça s'effondre toujours. C'est tout le temps le même problème. Et c'est encore la même chose qui arrive cette année pour Las Vegas. Aucune victoire à l'étranger. C'est ça. Mais faut pas perdre espoir parce que en ce moment, c'est Orange County avec 15 points en 8 matchs. Mais après, là, il y a San Diego avec 12 points en 10 matchs et Las Vegas en a seulement 7. Donc, c'est pas complètement abandonné, mais il faudrait commencer à faire des résultats sur la route. Sinon, comme les autres saisons, ça va leur coûter une place en série, là. Mais je doute quand même qu'ils vont le faire. Pour moi, Orange County est supérieur et de loin. Parfait. Bon, après aussi, il faudra dépasser le LA Galaxy 2 et les Loyal aussi qui sont à 12 points. Donc, il n'y a pas juste à regarder Orange County, mais il faut voir les autres aussi. Si jamais Orange County s'effondre, il va falloir que 3 équipes s'effondrent pour rattraper. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Mais comme tu as dit, tout est encore possible. Je suis complètement d'accord avec toi. On passe au groupe C. Groupe C avec un groupe, on dirait, c'est drôle parce que genre, tu as un groupe plutôt où tu as une 50
50% un peu plus hispanophone, on va dire, avec New Mexico United en première position, El Paso Locomotive en deuxième position. Puis après, tu as les deux réserves des clubs USL, donc Colorado Springs, Switchbacks, qui sont la réserve des Rapids, et aussi Real Monarchs, la réserve du Real Salt Lake. Bon, aussi un peu comme le groupe A, gros trou entre ces quatre équipes, avec New Mexico et El Paso vraiment bien devant par rapport à Colorado et Real Monarchs. Pas vraiment de surprise là. Par contre, parle-nous un peu de ces équipes-là. Est-ce que, par exemple, ça t'étonne qu'une équipe comme Real Monarchs, qui était quand même une des très bonnes, si ce n'est la meilleure équipe de USL à un moment donné, se retrouvait avec 4 points en 8 matchs, ça doit faire mal. Ouais, juste une petite précision sur Colorado Springs. C'est pas la réserve des Rapids, mais c'est une équipe affiliée. Donc, ils sont indépendants, mais avec quand même de bons liens, je pourrais dire, mais non. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Un peu plus tôt, je parlais de Portland. Je pense que les Monarchs ont vécu le même problème. Ils ont été champions. Donc, Michael Chang est parti. David Ochoa est devenu le deuxième gardien. Douglas Martinez est parti également. Donc, après ça, il y a Ryden qui est parti à New Mexico. Donc, ils ont vraiment tout perdu leurs meilleurs éléments. Donc, c'est pour ça qu'on voit que dans les 4 derniers matchs, c'est 4 défaites. Oui, aussi, on a vu Massanabal Cacher aussi qui était il y a plus longtemps que ça, n'empêche, je pense que c'était la moitié de l'année passée. Ça aussi, ça a dû faire mal. Oui, exactement, mais c'est ça. Vraiment, le Real Salt Lake, ça va pas très bien. Pas le Real Salt Lake, désolé. Le Real Monarchs, ça va pas très bien en ce moment. Mais je pense que c'est juste une question de temps. Surtout en tant que COVID, c'est un peu dur d'aller signer des joueurs à l'étranger quand tu es un club de USL. Mais non, je pense que ça va se replacer lors de la prochaine saison. Ils ont toujours des jeunes joueurs qui rentrent. Et là, en plus, ils ont, on peut dire, un petit scandale extrasportif là, avec le propriétaire qui a fait des propos mitigés, on pourrait dire. Donc, peut-être les joueurs sont un peu moins... peut-être qu'ils veulent un peu moins mouiller le maillot pour le club parce que quand tu as un propriétaire comme ça, tu veux peut-être donner un peu moins d'efforts, mais il faut quand même aussi donner le crédit aux 2 premiers là, qui font pratiquement un sans faute, on peut dire. D'accord, les 2 premiers, est-ce que tu peux nous donner juste quelques petits mots par rapport aux 2 premiers, New Mexico et El Paso? C'est sûr, tu nous avais parlé de ces 2 équipes quand on avait fait la pré-saison de USL, que ce soit sur le site web de Culture Soccer, vous pouvez aller voir le guide, mais aussi ici dans le podcast. Parle-nous un peu de ces 2 premiers. C'est quoi qui fait qu'ils sont aussi bons que ça? Parce que je regarde un peu leurs statistiques surtout. C'est pas non plus les meilleures défenses, c'est pas non plus les meilleures attaques. Par contre, on dirait que ça fait du sens, qu'il y a un collectif qui fait ce qu'il faut pour prendre les points, les bons points, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est 2 clubs qui ont bien fait leur saison d'expansion la saison dernière. Et c'est ça, ils font juste refaire ce qu'ils ont fait et ça fonctionne. Non, c'est sûr. On passe au groupe D. Ce groupe D aussi avec 5 équipes à ce moment-là, avec San Antonio FC en première position, Austin Bold en deuxième, FC Tulsa en troisième, OKC Energy en quatrième et Rio Grande Valley Toros en cinquième position. Compliqué d'être Rio Grande avec juste 3 points en 10 matchs. C'est difficile. Je pense que c'est l'équipe c'est la pire équipe, je pense, du USL Championship. J'aimerais que tu me parles un peu de cette équipe-là. C'est quoi qui fonctionne pas? Et bien évidemment, parlons aussi de San Antonio, invaincu jusqu'à maintenant, avec 7 victoires, 3 matchs nuls en 10 matchs, avec 24 points au comptoir, une excellente défense, une excellente attaque. Est-ce que San Antonio commence à être un peu l'équipe à battre en USL ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ben c'est ça, il y en a d'autres contre Phoenix, mais c'est vrai que c'est une assez bonne surprise cette année de voir San Antonio comme ça, là. Vraiment, la saison dernière, ils se battaient pour une place en série. Et cette saison, c'est pratiquement une des meilleures équipes. Puis, Luis Solignac, l'ancien du Fire, fait très bien. Parano aussi, le jeune Parano qui est à
à 3 buts, 3 passes décisives. Donc, non, c'est très bien pour San Antonio. Et c'est ça. Du côté des RGV, le problème, c'est que Houston met tout simplement pas assez de joueurs à leur disposition et ils font office de réserve. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas assez de joueurs de qualité. Donc, ça va vraiment pas très bien. Et c'est justement une des raisons pourquoi je pense à partir de la saison prochaine, le lien est coupé entre RGV et le Dynamo. Donc, RGV va devenir complètement indépendant parce qu'ils ont un magnifique stade et tout. Je pense qu'ils veulent prendre un peu plus de poids dans les décisions et je pense que ça peut que leur réussir. Mais aussi, chapeau à Austin qui fait très bien. Là, ça risque d'être une de leurs dernières saisons. Si on sait à qu'est-ce qui se fait en USL lorsque des clubs MLS arrivent. Donc, ça risque d'être une de leurs dernières saisons en USL, à moins là, que le Bold veut essayer de concurrencer le Austin FC, mais ça va très bien pour eux avec un Billy Forbes en forme. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu autant en forme. Et d'autres joueurs également comme Baez, Tsumasi. Donc, vraiment, ça va super bien du côté d'Austin. On pourrait dire une petite surprise. Et après ça, il y a tout ça aussi qu'il faut parler, que je l'avais mis dans mes espoirs là, pour la nouvelle saison. Et on pourrait dire qu'il répond un peu aux attentes. C'est quand même bien, 10 points en 8 matchs. Ils sont toujours dans la course pour la deuxième position, mais je m'attendais à un peu plus d'eux. Mais c'est sûr, c'était complètement un nouvel effectif. Je pense qu'il y a au moins 50% des joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière. Donc, on pourrait dire une demi-expansion. Donc, si on le prend de ce point de vue-là, ça va quand même bien pour tout ça. Et c'est ça, ils sont seulement à 2 points là, d'une place qualificative. Donc, s'ils retrouvent le chemin de la victoire, aucune défaite dans les 4 derniers matchs, là, ils risquent d'assez bien concurrencer Austin. Ouais, effectivement, ça va être assez chaud entre Austin et Tulsa, en tout cas, qui sont à 2 points de différence. Ça va être quand même assez chaud pour cette deuxième place, avec peut-être OKC qui pourrait un peu remonter. On s'entend qu'il y aura 16 matchs pour la saison régulière. On est à peu près un peu plus que la mi-saison où la plupart des équipes ont joué entre 8 et 10 matchs, dépendamment des équipes, donc presque à la mi-saison ou un peu plus. Donc bref, on est quand même assez loin, les choses peuvent changer, sauf que c'est sûr, il y a certaines choses qui se dessinent. On passe au groupe E, ce groupe E avec quatre équipes dans le groupe E, un groupe extrêmement relevé, très, très, très relevé, en tout cas en termes de points, avec Indy 11 en première place avec 19 points, Louisville City avec 18 points, Saint-Louis FC avec 16 points, puis Sporting Kansas City 2 avec 16 points aussi. Serré, très serré. Est-ce qu'on s'y attendait? Parce que je sais que selon toi, Louisville et Indy 11 sont bien au-dessus. Par contre, voir Saint-Louis et Sporting Kansas City avec autant de points, ça doit être quand même assez surprenant pour toi. Tu penses quoi de ce groupe-là? Est-ce qu'il va y avoir un choc? Est-ce qu'on va voir une grosse équipe comme Indy 11 se retrouver troisième? Parle-moi un peu de ce groupe extrêmement relevé. Ouais, je pense qu'au final, l'expérience va l'emporter. Indy et Louisville vont finir dans les 2 premiers, mais non, SKC, excellente saison. Je pense que c'est une de leurs meilleures saisons dans les 3 dernières années. Ils font très bien. Ils sont allés recruter l'espoir essaim, Fredinho, mon premier de tout ça. Et vraiment, là, il est à sa 2e saison pro. Et a quand même bien aidé SKC avec 1 but et 2 passes décisives. Donc, c'est le genre de joueur que SKC avait besoin. On pourrait dire un peu plus l'expérience du niveau professionnel. Ils sont allés chercher également plusieurs jeunes de l'académie. Comme Harris qui fait très bien. Non, je suis très surpris de Sporting Kansas City, mais je suis quand même très heureux de les revoir en forme là, parce que il y a quelques années, c'était tout simplement une des meilleures équipes en USL. Ils se sont rendus en finale assez souvent, 2 ou 3 fois. Donc, non, je suis content de les revoir en forme. Et à l'Est, c'est bien. Ça rajoute un peu de concurrence là, aux grosses équipes comme Indy 11 et Louisville City FC. Là.
C'est vrai, c'est vrai. Et une chose sur Saint-Louis, tu en as parlé un peu plus tôt en parlant de Austin, comme quoi c'est possible qu'ils cesseront d'exister vu qu'on aura l'expansion de Austin l'année prochaine en MLS. Du côté de Saint-Louis, on sait qu'il y aura une expansion en MLS en Ouais. 2023 et Saint-Louis a annoncé comme quoi ce serait sa dernière année en USL Championship. Ce serait quand même beau de les voir sortir un peu la tête haute, même si on a dit que Indy 11 et Louisville est un peu plus haut. Voir Saint-Louis dans les playoffs, ce serait quand même assez beau comme cadeau d'au revoir pour les fans, pour cette franchise-là, qui est quand même une bonne franchise. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir toi aussi, Anthony? Ben oui, c'est sûr. Je doute que ça va arriver parce que vraiment, les deux premiers sont tout simplement là, sont là quand ça compte. Mais je le souhaite quand même aux fans de Saint-Louis parce que perdre une équipe, euh, je l'ai vécu avec Nashville. J'ai perdu beaucoup de joueurs. J'ai quand même un club en MLS, mais vraiment pour Saint-Louis, là, vivre ces derniers moments, c'est une saison COVID-19 avec 16 matchs. C'est assez déchirant. Donc, je leur souhaite au moins d'avoir un match supplémentaire, voire plusieurs, mais parce que sinon, ça va être un peu crève-cœur. En plus, pas de soccer pour les trois prochaines années. Donc, vraiment, chapeau à eux qui semblent quand même résilients dans tout ça. Mais non, c'est décevant de voir ça. Une belle équipe des divisions inférieures, au final, s'arrêter comme ça parce qu'un club de MLS arrive. Je pense pas qu'on souhaitait ça. On souhaite ça pour aucune équipe de devoir arrêter parce que le plus gros arrive en ville. Effectivement, effectivement. En tout cas, on verra ce qui va se passer avec ces joueurs-là, parce que ces joueurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont trouver preneur assez facilement. Après, il y en a d'autres où ça va être un peu plus compliqué. Mais passons au prochain groupe, le groupe F, avec Pittsburgh Riverhounds en première position, Hartford Athletic en deuxième, les Red Bulls 2 en troisième, London United en quatrième et l'Union de Philadelphie 2 en dernière position avec juste 4 points. On a parlé comme quoi il y a eu un changement au niveau de l'entraîneur. Par exemple, est-ce que ça te surprend de voir, par exemple, les Red Bulls de New York 2, quand même, c'est une équipe d'habitude qui est quand même, c'est une des meilleures réserves d'habitude en USL Championship. Les voir un peu, oui, ils sont en troisième position, mais c'est quand même assez largué par Hartford Athletic qui est bien deuxième, bien positionné en deuxième place, et Pittsburgh en première place. Est-ce que moi je regarde un peu ce groupe-là, puis je m'attendais plus peut-être de New York ou même de London United. Tu penses quoi de ce groupe-là? Est-ce que tu es un peu plus étonné? Quels sont les joueurs clés du groupe en tant que tel? Et qu'est-ce que tu penses du classement du groupe jusqu'à maintenant? De voir Pittsburgh en première position, c'est vraiment pas surprenant. Voir New York en troisième, ça l'est beaucoup. Mais je pense qu'il est encore plus surprenant, c'est que ce soit Hartford le deuxième. C'est une équipe qui a été, si je ne me trompe pas, la pire expansion de l'histoire, une des pires. La saison dernière, ça ne marchait pas. Et depuis que Radi Jaidi est arrivé à la base, tout semble fonctionner pour l'équipe. Guzman fait du très bon soccer. Barrera, c'est tout simplement un des meilleurs passeurs dans la ligue. Donc, vraiment, ça va très bien du côté de Hartford. On pourrait dire qu'ils ont pris la chance qui s'offre à eux de voir les Red Bulls un peu moins en forme cette saison. Mais non, vraiment, c'est surprenant de voir New York, mais Hartford en deuxième position, honnêtement, je n'aurais jamais parié sur ça, même pas un petit 5, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de travail à faire pour être compétitif. Et JD a relevé le défi, il l'a fait à la perfection. Donc, je suis content de voir une équipe comme Hartford se relever la tête. Ça fait du bien. Et pour Pittsburgh, ils avaient perdu plusieurs éléments, mais Bob Liley, comme à son habitude, a réussi à aller rechercher des joueurs. Ropapa Mansa fait très bien. Ryan James, l'ancien de Nashville, qui est quand même à Pittsburgh depuis 2 saisons. Au final, vraiment, il devient très important dans le jeu. Donc, non, Bob Liley, c'est rebasé sur d'autres joueurs. On pourrait dire c'est refait un nouveau noyau et ça marche à la perfection. Donc, chapeau à lui, là.
Parfait, parfait. Quand même, Hartford, pour toi, tu as parlé un peu comme moi quand même surprenant de passer d'une saison un peu catastrophique en 2019 à une saison super bonne. Du côté de New York, c'est quoi qui se passe? Comment ça se fait qu'on se retrouve troisième avec aussi peu de points? Il y a juste 9 points en 9 matchs. Bon, on a vu que le dernier match, il y a quand même eu une victoire contre London United, mais avant ça, 4 défaites de suite. C'est quoi qui se passe du côté des Red Bulls? Parce que même si l'équipe première est quand même en train de surprendre parce que en MLS, parce que c'est pas une équipe qu'on attendait si bien performer avec quand même 11 points en 8 matchs, mais on sent qu'il y a un manque de talent dans toute cette organisation, que ce soit de l'équipe MLS à l'équipe USL. Parle-moi un peu d'un peu la descente aux enfers des Red Bulls 2. Ouais, ben c'est parce que les Red Bulls 1 ont fait une reconstruction. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs éléments importants qui sont allés avec l'équipe première. On sait que les Red Bulls donnent beaucoup de chance à leurs jeunes joueurs. Donc, quand je regarde l'alignement des Red Bulls, je pense qu'il y a aucun joueur qui était là il y a 2 saisons. Donc, c'est vraiment là une toute nouvelle équipe. J'ai vraiment l'impression que 50% de l'effectif a changé depuis la saison dernière. Donc, non, c'est vraiment le fait que peut-être que les joueurs ne se connaissent pas encore à 100%. Mais c'est sûr que si l'effectif reste ainsi, je pense que les joueurs vont beaucoup progresser et la saison prochaine risque d'être un peu mieux. Mais non, c'est sûr que c'est surprenant, là, seulement 9 points en 9 matchs pour cette si belle réserve qui a eu autant de succès. Non, c'est surprenant. Parfait, parfait. On passe au groupe G. Où on voit les Birmingham Legion en première position, Charlotte Independence en deuxième, North Carolina FC en troisième, puis Memphis 901 FC en quatrième position. Aussi, on pourrait voir aussi quelque chose de surprenant dans les prochaines années ou dans une année ou deux avec l'Independence. On sait qu'à Charlotte, il va y avoir une expansion aussi. Est-ce que c'est possible de voir un club quand même qui est là depuis quand même assez longtemps, le Independence, puis c'est quand même un club qui est bien ancré d'habitude en USL Championship. Est-ce que ce serait quand même une grosse perte de voir un club comme ça quitter, ne plus avoir sa place en USL Championship? Et de notre côté, parle-moi un peu de ces résultats-là, avec Birmingham bien en premier, on sent que même si Charlotte a une avance sur North Carolina et Memphis, on sent que ça pourrait changer d'ici la fin de la saison avec quand même entre 6-7 matchs, même voire dans le cas de North Carolina, encore 9 matchs à jouer, ça pourrait encore se changer. Parle-moi un peu du groupe, parle-moi un peu du Independence et de son avenir. Oui, ben c'est sûr, du côté de l'indépendance, c'est un cas vraiment particulier parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est dans les divisions inférieures depuis très longtemps. A quand même eu des bons joueurs qui sont passés par le club, mais récemment, les supporters semblent avoir vraiment lâché le club, pas en raison du sportif, mais vraiment à cause du propriétaire, à l'image d'un Real Salt Lake, un propriétaire avec des propos, on pourrait dire, assez tendus. C'est un peu la même chose du côté de Charlotte. Le propriétaire a déjà fait des propos, là, on pourrait juger de racisme. Donc, c'est sûr que en plus, il n'a pas toujours supporté ses joueurs lorsqu'il voulait justement donner de leur temps à la cause Black Lives Matter. Donc, non, je connais une personne sur Twitter, Ben Gorshon, qui était on pourrait dire la tête d'affiche de leur groupe de supporters, Jack Milida. Et lui, il a tout simplement résigné du poste on pourrait dire, de tête d'affiche du groupe de supporters parce que pour lui, le club ne respectait pas ses valeurs et tout. Donc, Charlotte est un peu dans l'eau chaude en ce moment. Donc, en plus, avec l'équipe MLS qui arrive, qui semble avoir un projet assez sérieux, j'ai l'impression que l'Independence va devoir changer de propriétaire s'ils veulent essayer de survivre. D'accord, ça va être très difficile. Donc, et c'est dommage parce que c'est une équipe que j'aimais bien. Vraiment, ils ont des bons joueurs de division inférieure, quand même une bonne politique sportive. Donc, c'est décevant des fois de voir un peu les gens dans les bureaux qui, au final, gâchent tout. Mais non, Charlotte, je leur souhaite le meilleur. Et
le meilleur, je pense, va soit passer pour un changement de propriétaire ou tout simplement, là, ça risque d'arrêter malheureusement. Parfait, parfait. Et parle-moi un peu de ce classement-là. Legion, vraiment, avec autant d'avance, c'est quoi qui fait la force de Birmingham Legion, qui n'est pas une équipe d'habitude qui a l'habitude de vraiment dominer en USL, mais là, on les voit avec quand même beaucoup de points d'écart. Déjà, en 10 matchs, 21 points. Independence est juste derrière, à 9 points derrière. C'est quand même beaucoup à ce stade-là de la saison. C'est quoi les forces de cette équipe-là du Legion de Birmingham? C'est que ça allait quand même bien pour leur saison d'expansion. Une saison normale. Mais c'est ça, à la fin de la saison, ils étaient pratiquement imbattables. Et ils se sont encore plus renforcés. Ils sont allés chercher Alex Crongnell, l'ancien du Crew de Columbus, en défense centrale. Ils sont allés chercher Blue Akinyode, le milieu défensif là, de Nashville qui était incroyable. Et par la suite, là, au poste de buteur, ils sont allés chercher Nico Brett, qui était tout simplement là, dans le top 5 des meilleurs buteurs en USL la saison dernière avec Pittsburgh. Donc, ils se sont renforcés à chaque position. Et oui, ça devient, là, selon moi, là, c'est pas la meilleure équipe de l'Est là, dans le top 2, top 3 au moins. Là. C'est vraiment une excellente équipe, le Legion, extrêmement bien bâtie, à l'image d'un New Mexico à l'ouest là, ou d'un El Paso. Vraiment, cette cuvée d'expansion était très agréable à regarder. Parfait. Il faut dire aussi qu'ils sont entraînés par Thompson. Thompson, qui est quand même un entraîneur avec beaucoup d'expérience, qui est passé par plusieurs clubs en tant qu'assistant à MLS et qui a aussi entraîné, et oui, le DC United. Oui, c'est sûr, il y a eu d'autres coachs que Ben Olsen au sein de DC United à un moment donné dans la vie. C'est il y a longtemps, mais n'empêche, un coach avec beaucoup d'expérience qui doit beaucoup apporter à cette équipe de Birmingham, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Il a vraiment, comme tu l'as dit, vraiment aidé Birmingham. Et en plus, il y a un ancien, un ancien de ses collègues. Il a retrouvé Jay Heaps, parce que Jay Heaps, l'ancien entraîneur du Revolution, c'est rendu le président de Birmingham. Donc, et même, on a vu des relations entre Birmingham et New England, parce qu'un Brian Wright joue en ce moment avec Birmingham, lui qui était prêté la saison dernière par les Revs. Maintenant, je pense que c'est vraiment un joueur à part entière de Birmingham. Non, mais non, c'est bien de voir des personnes expérimentées de la MLS aller en USL. Je pense que ça améliore vraiment le niveau de jeu de la USL. Là. Exact. Et puis, ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par la MLS, hein, vraiment beaucoup, avec Zachary Rivo, par exemple, l'haïtien, ou même Kyle Fisher, l'ancien de l'Impact de Montréal, qui fait partie de cette équipe. Donc, c'est quand même une équipe, comme tu l'as dit, qui est partie ramener des valeurs sûres un peu partout et qui est bien construite, comme tu l'as si bien dit un peu plus tôt. Pour ce qui est de Memphis, North Carolina, c'est quoi leur avenir, là? Parce que là, ça a l'air quand même compliqué pour eux. Ouais, en plus, Memphis qui a fait quelques belles acquisitions durant la saison morte, mais ça semble vraiment pas bien marcher. Je pense que pour Memphis, qu'est-ce qu'il va devoir avoir, c'est un changement d'entraîneur. Ça semble tout simplement pas fonctionner pour Mooken. Mais oui, c'est ça, un changement d'entraîneur parce que vraiment, en tant que joueur, ils ont une bonne base de joueurs. En fait, peut-être pas la meilleure, mais ça vaut plus que 6 points là, en 8 matchs. Donc, j'ai l'impression que l'entraîneur là prend pas le meilleur de ses joueurs. Donc, c'est sûr, selon moi, ça doit passer pour un changement d'effectif. Et je leur souhaite parce que c'est quand même maintenant la seule équipe du Tennessee en USL. Là, donc, ils doivent bien représenter l'État du Tennessee. Et par la suite, North Carolina, c'est un peu décevant. Mais je pense que si on enlève leur série de 3 défaites, là, je pense que ça va quand même bien. Il faut tout simplement retrouver le chemin de la victoire et ils vont être capables de concurrencer Charlotte. Je pense qu'ils sont juste dans une mauvaise passe, mais ça allait bien là, avant cette série de 3 défaites-là. Je pense que c'est ça. Il faut seulement qu'ils retrouvent leurs esprits.
Ouais, effectivement, c'est effectivement le cas. Mais passons au dernier groupe, un dernier groupe, le groupe H, avec les Rowdies de Tampa Bay, le Battery de Charleston, la réserve d'Atlanta United, donc Atlanta United 2 et Miami FC. Rowdies, on sait que c'est une très bonne équipe de USL Championship qui est là en premier. Battery suit à juste 1 point derrière eux en 10 matchs. Les deux équipes ont joué 10 matchs. Quand même une grosse bataille qui s'annonce entre ces deux équipes-là. Et qu'est-ce qui se passe à Miami? On a parlé un peu de l'entraîneur qui a changé. 5 points en 7 matchs. C'est quand même fou quand tu penses que Miami, c'était une équipe que tout le monde a un peu regardé. On sait que c'est les champions de la NPSL en 2018 et 2019. C'est quand même une équipe qui est arrivée avec une grosse histoire, avec une mentalité de gagnant, avec des fonds aussi, parce que on s'entend que leur propriétaire Silva, c'est pas quelqu'un qui a pas les poches profondes et qui adore le foot, qui est capable de mettre beaucoup d'argent. Parle-moi un peu de ces équipes-là, des 4 équipes, de la grosse bataille qui s'en vient entre les Rowdies et Charleston, mais aussi de ce qui va pas du côté d'Atlanta United 2 et de Miami FC. Oui, donc c'est ça. Pour Atlanta, je pense qu'ils répondent aux attentes. Ça n'a jamais été une grosse équipe de USL et sauf s'ils changent un peu leur politique sportive, ça va jamais l'être. Mais oui, c'est sûr que du côté de Miami, c'est très surprenant. Seulement 5 points en 7 matchs. Si je devais les comparer là, à un club, ça serait en ce moment là, comme un peu leur voisin du Sud, Atlanta, qui a beaucoup de qualité, mais très peu de cohésion. Donc, c'est un peu la même chose pour Miami. De très bons joueurs dans l'effectif, pratiquement à tous les postes, mais malheureusement, ça semble pas bien s'emboîter. Un Romario Williams a quand même 5 buts en 7 matchs. C'est excellent. Mais malheureusement, on dirait, c'est ça, ils encaissent beaucoup de buts. 18 buts encaissés en 7 matchs, donc c'est beaucoup trop. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui leur fait perdre beaucoup de matchs. Je pense que si Miami, pour la prochaine saison, réussit à aller recruter en défense, je pense que ça va être un des bons clubs en ce moment. Là, c'est ça, la mayonnaise en défense a tout simplement pas pris. Et c'est ça qui fait tout foirer. Mais on est sûr et certain que ça va être Tampa Bay et Charleston qui vont être les deux qualifiés. Et Tampa Bay, c'est pas très surprenant. C'est une des meilleures équipes à l'Est depuis un peu la révolution de la saison dernière. Et ils sont excellents avec le changement d'entraîneur et tout, parce qu'il y a 2 ans, ça avait été un désastre. Et pour Charleston, c'est quand même surprenant. Je ne m'attendais pas à les voir aussi haut. Je pensais que ça allait être une bataille féroce avec Miami. Mais non, Charleston fait très bien avec un excellent bilan à domicile avec 3 victoires et un match nul. Et l'artisan de ce succès, c'est Zeko Lewis qui prend finalement sa place à Charleston avec quand même 4 buts et 2 passes décisives là, en 10 matchs. Donc, c'est quand même très bien. Là. On sait, lui, qui est international bermudien. Donc, je suis content de le voir là. Et s'il y avait un joueur que j'aimerais voir en MLS bientôt, là, c'est bien Zeko Lewis qui fait très bien en USL et ça depuis quand même plusieurs années. Mais là, a vraiment pris là, le poste de joueur clé pour Charleston. C'est un peu une étape dans sa carrière. Donc, c'est vraiment très bien. Mais sinon, là, il n'y a aucun joueur qui impressionne du côté de Charleston. C'est vraiment là, le collectif là, qui a évolué. Et je suis content pour eux parce que c'était une équipe que récemment, ça allait bien, mais ça allait pas super bien. Et là, ils ont vraiment atteint, là, on pourrait dire, l'apogée de leur forme depuis 3-4 saisons. Là. C'est vraiment là. Je suis content pour eux de les voir aussi haut. J'espère en tout cas qu'il y a beaucoup de Canadiens qui nous écoutent. T'as parlé de Zeko Lewis, le Bermudien. Ce sera un des joueurs à surveiller lorsque l'équipe nationale canadienne jouera contre les Bermudes. Pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, ça va être quand même assez serré d'ici la fin de la saison régulière de USL Championship. Une saison qu'on va continuer à suivre ici sur Culture Soccer qui va se terminer
en tout cas la saison régulière, le week-end du 3 et 4 octobre. Donc, c'est quand même, il y a encore plusieurs matchs encore à jouer. On refera bien évidemment un retour là-dessus. Anthony, quelque chose à ajouter sur cette saison-là? Est-ce que de manière générale, est-ce que tu es satisfait du retour de la saison du USL Championship, ou tu penses qu'avec la pandémie, il aurait fallu attendre un peu plus, ou qu'est-ce que tu penses de tout ça au sein de la USL Championship et des décisions prises? Moi, la seule décision prise que je suis pas satisfait avec, c'est de voir des stades parfois à 50% remplis. Je sais que c'est des décisions des États, c'est pas la USL qui décide, mais moi, j'aurais été de la USL, j'aurais quand même mis une limite, parce que quand on sait la situation actuelle aux États-Unis, je pense pas qu'on peut faire confiance aux États et voir un stade comme Louisville à 50% de capacité. Donc, je pense près de 4-5 000 personnes. C'est totalement un désastre dans la situation actuelle. Donc, il y aurait peut-être ça à travailler, mais je pense que la USL a quand même très bien fait son retour. Peut-être juste un petit peu plus de prudence, mais comme on dit, ils ont suivi les recommandations de l'État. Donc, après ça, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ouais, exactement. Donc finalement, c'est un peu politique comme système quand tu vois que un stade ici à l'Impact de Montréal de 20 000 personnes, à peu près un peu moins que 20 000 personnes, où ils ont juste le droit d'avoir 250 personnes. On voit la différence dans la gestion de cette crise, que ce soit du côté canadien par rapport au côté américain. Mais bon, bref, ça c'est une autre paire de manches. Ben Anthony, vraiment merci beaucoup d'avoir fait ce petit tour d'horizon de la USL Championship. C'était extrêmement intéressant, puis je trouve très instructif. Merci encore d'avoir partagé un peu ton expertise dans ce domaine. Ah, merci à toi. C'est toujours un plaisir de parler de USL. Donc, ça m'a fait un grand plaisir. Parfait. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre encore le podcast de Culture Soccer, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Culture Soccer. Entre-temps, n'hésitez pas à aller visiter notre site web. Plusieurs très bons articles sont toujours en train d'y paraître, avec de très bons articles qui s'en viennent cette semaine. Merci encore et à la semaine prochaine. Culture Soccer.